Vous est sans doute déjà arrivé de tenter votre chance au jeu Loto, Euromillions, ça le fait rire, tiercé, machine à sous, poker. Les occasions de jouer ne manquent pas. Notre pays compterait d'ailleurs 25 millions de joueurs occasionnels pour lesquels le jeu ne représente pas forcément de problème particulier. En revanche, pour une population qu'on évalue à environ 600 000 personnes, le jeu serait devenu une source d'ennui majeur. On peut alors parler d'addiction, c'est-à-dire de dépendance qui entraîne de graves conséquences dans la vie sociale des joueurs. C'est ce dont nous allons parler en compagnie de Jean-Claude Dreher, qui est directeur de recherche au CNRS, plus précisément au laboratoire de neurosciences cognitives. C'est à Bron, à côté de Lyon, et qui s'intéresse aux facteurs de vulnérabilité aux jeux pathologiques. On va s'expliquer tout de suite. Bonjour Jean-Claude Dreher. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints sur ce plateau. Vous voyez, la bonne humeur est de règle. À partir de quand est-ce qu'on peut considérer qu'on est un joueur pathologique ? Alors, on peut dire qu'il y a deux symptômes principaux que montrent les joueurs pathologiques. C'est d'une part des échecs répétés de contrôler le comportement de jeu pathologique et d'autre part la poursuite de ce comportement malgré les conséquences négatives que ça peut avoir, dettes, vie familiale détruite, etc. En un mot, on ne peut pas s'empêcher d'aller jouer et même si on perd, et si ça a des conséquences graves, on continue quand même. Ça, c'est un indice. Est-ce qu'on peut considérer que c'est une maladie ? Oui, en effet, c'est une maladie. C'est une maladie qui est classifiée comme une maladie psychiatrique. Donc, il y a des critères psychiatriques que je ne vais pas énumérer ici. Mais c'est une maladie qui peut être traitée. Il y a des différentes thérapies, en particulier des thérapies comportementales qui permettent de traiter la maladie. Mais en effet, c'est une maladie qui a des origines en partie génétiques et qui peut être étudiée aussi au niveau neurobiologique en étudiant en particulier comment le cerveau des joueurs pathologiques dysfonctionne par rapport à des sujets sains. Ça, c'est ce que vous faites. Mais en revenant sur les causes, vous voulez dire que ce n'est pas une maladie qu'on attrape, c'est une maladie qu'on a déjà en soi. Alors, c'est une maladie qu'on peut développer. Bien sûr, ce n'est pas un virus qu'on va attraper, mais c'est une maladie qui va s'installer au cours du temps. Donc, c'est parmi les joueurs réguliers que les joueurs pathologiques vont progressivement développer la maladie. Il y a différents facteurs de risque de la maladie. Alors, bien sûr, la disponibilité, par exemple, des machines à sous dans certains pays ou du jeu. Si on est au fin fond du désert, il n'y a pas de machine à sous, il n'y a pas de jeu, donc il n'y a pas de raison de jouer, donc il n'y a pas de raison d'être addict. C'est-à-dire que plus la tentation est forte, plus dans ce cas-là, ceux qui ont une prédisposition se révèlent. Voilà. Par exemple, en France, on sait qu'il y a à peu près 2% de la population qui pourrait être joueur pathologique. Dans des pays comme l'Australie, ce serait de l'ordre de 6%. Parce que la disponibilité des machines à sous et du jeu en général est bien plus fréquent dans les supermarchés, partout. D'accord. Donc c'est un facteur important, mais ce n'est pas le seul. Il y a plein de facteurs environnementaux qui ont été décrits. Par exemple, le fait de gagner une forte somme d'argent peut être aussi déclencheur. Le fait, par exemple, d'avoir des délais courts entre le pari et puis le gain. Par exemple, les jeux de grattage, on sait qu'ils sont plus addictifs que, par exemple, le loto, où il faut attendre pour avoir les résultats du jeu. Il y a d'autres facteurs de risque, comme le fait d'être prêt de gagner ou d'avoir l'impression d'être prêt de gagner. Par exemple, quand on joue à des machines à sous et qu'on voit les deux premiers rouleaux qui sont identiques, on croit qu'on est près d'un gain alors qu'en fait, on ne gagne pas. Donc tout ça, c'est des facteurs, comportementaux qu'on peut contrôler, qui sont des facteurs qui peuvent déclencher, qui sont des index de risque de la maladie. Tout ce qui est en fait qui favorise l'excitation est un facteur aggravant, j'allais dire. Et si je parle d'excitation, c'est que vous avez remarqué qu'en fait, on retrouve un peu les mêmes phénomènes que dans les addictions sexuelles. Oui. En fait, on parle d'addiction comportementale en général. Par analogie aux addictions aux drogues, aux produits en fait, pharmaceutiques. Il y a tout un nombre de facteurs comportementaux qui sont similaires entre ces différentes addictions. Alors ça, vous le savez... Pardon, je vous ai interrompu. Ce qu'on étudie, nous, en fait, c'est justement ce qui est commun et ce qui distingue ces différentes addictions au niveau neurobiologique. Comment le cerveau répond à ces différents types de... ce qu'on appelle des récompenses, l'argent pour les joueurs pathologiques, le sexe pour les gens qui sont addicts au sexe. Alors c'est justement ce que j'allais vous demander. Comment est-ce que vous
pouvez affirmer tout ça? Comment est-ce que vous le savez? Alors évidemment, en étudiant, vous avez des cobayes. Oui, les cobayes, bon, ça peut être, en l'occurrence ici, c'est des hommes, mais il y a aussi des modèles animaux du jeu qui sont développés. Quand vous dites des hommes et des femmes, des humains. Oui, oui. Non, ce que je veux dire, c'est que les neurosciences, bon, c'est pas nouveau, c'est issu d'une histoire de recherche, en fait, sur les addictions qui sont à différents niveaux, du moléculaire au niveau des systèmes cérébraux qu'on étudie, nous, en imagerie cérébrale, en particulier avec l'IRM fonctionnel. Alors justement, on a une image pour bien montrer ce qu'est un IRM. Donc c'est une grosse machine et vous faites rentrer des personnes dans ce tuyau pour analyser ce qui se passe dans leur cerveau. Ça veut dire que vous les stimulez pour Voilà, voir exactement. ce qui se passe. Alors, comment ça se déroule pratiquement? Donc concrètement, vous avez une image ici d'une personne qui rentre dans un scanner et puis on présente sur un écran ce qu'on appelle des stimuli, donc c'est des images en général qui peuvent être des petits films, par exemple des machines à sous avec des rouleaux qui tournent. Les gens ont l'impression de jouer réellement à des machines à sous et éventuellement on leur demande aussi de répondre en appuyant sur des boutons réponse. On a tout un ensemble de jeux comme ça qui sont proches de jeux qui sont connus, par exemple la roulette qu'on a pu étudier aussi, simplement de parier sur rouge ou noir et on étudie comment le cerveau répond dans ce type de jeu. Donc, oui. De façon, c'est des expériences qui sont proches de la réalité, qui est connue, qui permet d'engager les sujets, enfin les sujets ou les... Et donc, à partir de ces stimuli, alors on a une image de cerveau, là vous voyez, vous s'éclairez des zones de cerveau, à partir de ça, vous arrivez à comprendre la mécanique. Oui, alors ce qu'on sait, ce qui est connu, c'est qu'il y a une molécule qui s'appelle la dopamine, qui est impliquée non seulement dans le plaisir, mais aussi dans l'apprentissage, qui module un grand nombre de fonctions cognitives, motivationnelles et émotionnelles. Et cette molécule, la dopamine, elle est libérée au niveau de structures qu'on connaît bien, sous le cortex et au niveau du cortex, en particulier du cortex préfrontal, qui est la partie la plus récente, au niveau cortical, en amont du cerveau. Et qui vient, donc cette molécule vient moduler un grand nombre de fonctions, en particulier des fonctions de contrôle du jeu. Et c'est ces fonctions-là qu'on étudie en imagerie. C'est un sujet absolument passionnant. J'imagine pour un scientifique, c'est absolument fascinant d'aller comme ça voir la mécanique du cerveau. La question qu'on se pose, c'est est-ce que vos études servent à quelque chose après? Est-ce qu'il y a des applications, en 2 mots? Alors, c'est toujours l'utilité. On essaie d'avoir toujours une compréhension plus fondamentale des systèmes cérébraux qui sont engagés. Après, éventuellement, on peut envisager que certaines des découvertes qu'on a pu faire, ne serait-ce qu'au niveau comportemental, par exemple, on a pu montrer que les joueurs ont une surévaluation des probabilités, des chances de gagner. Ils sont en quelque sorte trop optimistes. Ça peut avoir des conséquences au niveau comportemental pour des thérapies qui pourraient justement aider à pallier à certains de ces troubles qu'on appelle en particulier l'illusion de contrôle. Enfin, tous ces biais cognitifs que les joueurs peuvent montrer peuvent être, disons, travaillés dans des thérapies comportementales pour que les personnes puissent en quelque sorte se libérer de leur addiction. Voilà, exactement. Écoute, merci beaucoup d'être venu nous parler de ce travail passionnant que vous faites avec votre équipe. Alors je voulais signaler quand même que les études que vous menez sont soutenues par la Fondation pour la recherche médicale qui finance de nombreux projets de recherche dans notre région. Et cette semaine ont d'ailleurs lieu les 7e journées pour la Fondation pour la recherche médicale. C'est du 1er au 7 juin, une semaine de mobilisation et d'appel aux dons pour sensibiliser les Français à la nécessité de soutenir cette recherche afin qu'elle bénéficie à tous les malades. Fondation qui est épaulée par Marina Caradancos et Thierry Lhermitte qui sont parrains et marraines.